Alors bienvenue sur FC Podcast. Aujourd'hui on est avec Patrice Lebrun, éducateur canin de la région nantaise, qui va nous parler un peu de sa méthode de travail et ce qu'il pense de certains clubs canins, et il va nous parler de sa passion. Alors bonjour Patrice. Bonjour. Alors peux-tu te présenter en quelques mots ? Je suis Patrice Lebrun, anciennement éducateur canin, et je dresse des chiens aujourd'hui par plaisir, pour la passion. Donc j'éduque les chiens sans croquettes, sans jeu, et juste pour l'amour du maître, et je les mets en osmose avec le maître. D'accord. Alors comment t'es-tu découvert cette passion pour le dressage ? La passion m'est venue à l'âge de 17 ans, car avant j'avais très peur des chiens, et puis je me suis fait mordre par un chien. Après j'ai voulu un chien, et puis je me suis intéressé au dressage, à tout ce que je voyais, et comment je suis devenu autodidacte sur l'éducation canine. Ah, donc tu as tout appris tout seul ? Oui, et toutes les méthodes que j'ai mis en place, c'est moi qui les a mis en place et qui les a améliorées, et aujourd'hui je les vois à travers Internet, à travers certains clubs de dressage, et eux le font à la croquette. Alors justement, par rapport à la croquette, parce que j'ai entendu dire par plusieurs personnes différentes que ta méthode fonctionnait, mais qu'elle était quand même beaucoup plus lente par rapport à ceux qui font à la croquette. Qu'as-tu à dire là-dessus ? Oui, et c'est tout à fait normal. Tu auras à 98%, tu auras toujours des résultats avec des chiens à la croquette. La méthode est plus longue parce que justement c'est du naturel. À la croquette, c'est l'appel du ventre qui fait obéir le chien. Donc forcément la gourmandise, c'est comme avec un enfant. Tu l'emmènes dans un magasin, il est turbulent. Tu lui payes un paquet de bonbons. Le temps qu'il va manger le paquet de bonbons, tu es tranquille. C'est juste ça. C'est vrai. Sinon, qu'est-ce que tu penses des formations pour devenir éducateur canin, formation à distance ? Non, je dis que c'est du mytho. C'est un sens du mytho. Tu peux pas éduquer des chiens à distance par rapport à une formation. C'est comme si je te demandais de passer le permis sans conduire à distance avec une formation. Non, devant ton écran, tu passeras jamais le permis de conduire. Et c'est la même chose. Pareil en ce qui concerne les bouquins sur le dressage. Il n'y a pas un dressage type. Toi, de toute façon, tu travailles au cas par cas, donc. Oui, déjà il n'y a pas de dressage type, et les bouquins, justement, tu as la même formule. Tu prends bouquin de n'importe quel auteur qui a fait, ou ancien dresseur qui a fait des bouquins, et tu as la même méthode, même méthodologie pour méthodologie. C'est mieux. Méthodologie pour dresser les chiens. Il y a pas de, ils inventent rien. Il y a pas de surprise. C'est la croquette. Il a bien obéi. Tu t'assois, la croquette au-dessus du nez. Le chien s'assoit. Vous le caressez. Non, s'il faut toujours avoir des croquettes pour faire obéir le chien, je vois pas l'intérêt. Et le chien obéit pas pour toi. Il obéit pour l'appel du ventre parce qu'il veut la croquette. Hein. Et sinon, qu'est-ce que tu penses du dressage qui est effectué dans les clubs canins? Dans les clubs canins, ce qui est dommage, c'est que c'est trop stéréotypé, et sorti des clubs canins, il y a rien, parce que les gens ont l'impression en plus qu'il est dressé dans le club canin, donc ils ont plus rien à faire. Et dans le club canin, ils recherchent, pour ceux qui font de la compétition, à avoir des points seulement, gagner des concours, avoir des points. Et le chien, c'est un chien qui leur sert à leur donner des trophées par rapport à leur chien. Et les méthodes employées pour le débourrage, le dressage et tout, comment souvent les colliers étrangleurs, les torquatus et tout ça, qui sont beaucoup faits, et qui est pas dit au public, même si aujourd'hui ils parlent de l'interdire. Sinon, est-ce que tu pourrais conseiller quelqu'un qui souhaite prendre un chiot pour qu'il ait le meilleur chiot possible, et tout faire pour que adulte ça donne un bon chien? Déjà, c'est beaucoup le travail de l'éleveur. Déjà, aller voir un éleveur extrêmement sérieux, qui connaît ses chiots, qui connaît bien ses chiens déjà lui, ses chiots, qui sait déterminer chaque caractère du chiot, et comment il les élève. Lui demander ce qu'il a fait avec les chiots et comment il les a préparés. Et avant de prendre le chiot, surtout bien faire isoler le chiot que vous voulez prendre pour qu'il soit déjà dormir tout seul. Et sinon, concernant le test de Campbell, pour toi c'est un test fiable ou pas plus que ça? 70%. Les tests de Campbell sont à 70%.
70%, mais il détermine quand même beaucoup de choses. Si on prend un chien surexcité et qu'il y a une personne âgée dans la maison ou des enfants, c'est vrai que les tests de Campbell sont extrêmement importants. Ouais, mais ils sont pas fiables non plus à 100%. Et c'est fiable à 70%, les tests de Campbell. Ils se font entre 5 et 7 semaines surtout. C'est important. Tu peux expliquer comment s'effectue le test de Campbell et ça consiste à quoi exactement, enfin pour le futur du chien? Donc les tests de Campbell, vous allez chez l'éleveur, emmenez une personne étrangère à votre famille, vous allez dans un coin autre que où les chiots sont nés et évoluent, dans un autre coin du jardin, vous faites les tests de Campbell, comment le mettre entre les mains entrelacées à 30 cm du sol, pour le mettre sur le dos pour voir comment l'attraction sociale qu'il aura, comment il peut être soulevé terre et ce qu'il peut supporter. Et tout ça, c'est important pour le chiot. S'il peut supporter ça, déjà, c'est très bien. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Donc, quelles sont tes méthodes par exemple, t'as un client qui vient avec un chien. Comment tu l'analyses et voilà. Donc, je le regarde déjà évoluer, comment il marche, comment il regarde ses maîtres, comment eux sont avec, ce qui est extrêmement important, comment ils parlent, comment ils reprennent, quand on frappe à la porte, par exemple, excusez-moi, ça frappe, et le chien s'élance, il saute sur les gens, et ils arrivent pas, mais il l'a fait petit, il me disait, même si les grands chiens, ils comprennent pas de le calmer, donc je les laisse faire pour qu'ils voient qu'ils ont fait une faute, et après, je le reprends, je leur fais voir quelle technique, différente même de d'autres chiens que je peux voir, pour calmer leur chien, pour qu'ils s'assoient devant la porte. Il y en a qui disent laissez-le aller se faire caresser, mais ça se passe pas comme ça. Beaucoup d'éleveurs te disent oui, mais tu ouvres ta porte, tu vas le laisser se faire caresser. Il a dit bonjour avec les amis, ça mange pas de pain, c'est pas méchant. Si, c'est très grave. Le chien peut sortir de la maison parce qu'il a vu un chat ou autre. Et donc ça c'est très dangereux. Le chien doit être assis à la porte. On fait rentrer les gens et le chien on le raccompagne à son tapis et il doit se tenir tranquille. Voilà. Sinon, sur ta clientèle, est-ce que tu as eu des chiens, vraiment des cas très difficiles, voire désespérés? Oui, ça m'est arrivé des chiens qui... Oui, ça m'est arrivé des chiens qui ont mordu des enfants. Donc après, faut travailler nécessairement à désensibiliser le chien sur la morsure et puis surtout sur la relation avec le maître. Ça, c'est ce qui est le plus important. Souvent, quand le chien fait ça, soit il peut avoir des problèmes de comportement, surtout d'éducation. Moins de comportement, c'est l'éducation qui emmène au comportement du chien. C'est pas le contraire, c'est pas le comportement du chien qui emmène à l'éducation. Et surtout si ça a été fait petit et si ça a été bien fait. Et quand le maître comprend que son chien est important, qu'il faut s'en occuper et s'intéresser à lui, là on arrive à rentrer le chien, le mettre en osmose et à faire quelque chose et à faire comprendre aux deux qu'il faut respecter l'un et l'autre. Et t'as réussi à tous les réhabiliter ou il y a eu des cas où malheureusement ça a dû être l'euthanasie? Tous quasiment, et je dis bien quasiment parce que souvent le maître il a trouvé que c'était trop d'efforts, il s'est investi un moment et après il a pas suivi et le chien est retombé dans ses travers. Et là, comment on peut pas redresser un chien à chaque fois pareil, vu qu'il a les codes pour son chien, s'il suit pas, il sait comment que ça fera, le chien retourne dans ses travers. Oui, donc c'est plus une erreur du maître qui a eu par la suite que le chien à proprement parler, quoi. Oui, parce que quand moi je revois le chien, moi je le prends en main, que ça soit en ville, en campagne, partout, avec les autres animaux, les enfants, etc., ça se passe très bien. Donc c'est forcément que ça vient du maître. Et même si on explique au maître qui me dit oui, je le fais, et c'est jamais fait, quoi. Ou c'est pas bien fait, ou au bout d'un moment, je dirais que il a pas envie assez de s'investir. Pour lui, le chien doit être comme ça. Et il a pris le chien, croyant connaître le chien. J'ai eu des chiens quand j'étais petit, puis mais ils sont pas tous pareils, ils sont tous différents. Donc il faut établir chaque comportement de son chien par rapport à son comportement à soi.
Ouais, je suis d'accord, mais après, avoir des chiens, c'est beaucoup de temps à lui accorder, investissement. Et il y en a qui doivent enfin, je suppose que tu as eu cette réponse-là. Oui, c'est bien beau, mais bon, moi je travaille, j'ai pas le temps de m'en occuper, je sais pas combien d'heures par jour et tout ça. Qu'as-tu à répondre à ceux qui te sortent ça? La réponse est très simple. Moi, j'ai envie de dire, si tu as pas le temps, si tu peux pas t'investir sur ton chien, ben tu n'en prends pas. C'est aussi simple que ça. Comme j'ai eu des gens qui m'ont dit, Patrice, je veux un chien pour garder mon jardin. Ils le sortent pas. Ils prennent un gros chien. Et est-ce que tu peux me faire la défense? Ben non, tu fais pas la défense sur un chien qui est déjà pas éduqué en obéissance. Donc, et ton chien, il te sert pas à garder ton jardin, ton chien, il te sert pas à te défendre, il te sert à avoir une relation avec lui, et après, éventuellement, bon, tu peux lui faire garder ton jardin, déjà, il va garder d'instinct, et puis après, au cas qu'il se passerait quelque chose, que quelqu'un rentre, il faut savoir aussi le maîtriser. Contrairement à ce que beaucoup de dresseurs disent, oui, il vous défendra de lui-même. Non, le chien, il n'invente pas. C'est comme un policier, il sait pas se servir d'un pistolet si on lui a pas appris. Hein. Oh, mais même quand on leur apprend, ils savent toujours pas s'en servir, les policiers. Et certains. Petit humour. Certains, mais d'autres savent très bien. Ouais, sinon, il y a une phrase qui revient souvent, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ceux qui disent, ah ouais, j'aimerais vraiment avoir un chien, surtout un gros chien, mais vu que je suis en appartement, ça le fait pas, et puis le chien sera pas heureux. Qu'est-ce que tu as à dire pour ça? Je dis, on peut avoir un chien en appartement, tout à fait, même un gros chien, et il suffit qu'on soit décidé, motivé le temps qu'on passe dessus. L'investissement, c'est beaucoup l'investissement et vraiment le vouloir. Si on le veut pas, qu'on se dit ma vie est complète, moi le vendredi soir il restera tout seul, je vais chez mes amis, et puis le chien j'ai pas le temps de m'en occuper, et ben même réponse que précédente, le chien, t'en prends pas, tu le laisses où qu'il est, lui il a pas demandé à venir, c'est les gens qui ont été le chercher. Et je rebondirai là-dessus, pour moi d'ailleurs, les chiens, pas tous, mais les chiens en appartement beaucoup de chiens en appartement sont bien plus heureux que des chiens à la campagne, parce que les chiens à la campagne dans les maisons, en général les gens les laissent dans leur jardin, ils leur laissent une balle ou une connerie de ce genre, et voilà, pour eux le chien tout seul dans le jardin avec une balle ou une connerie doit se dépenser tout seul et être heureux, alors que non, il a besoin d'être avec son maître, de créer ou de la continuité d'une relation. Donc pour moi, les chiens en appartement, les gros chiens en appartement, avec des maîtres qui sont censés et qui font des longues balades, sont certainement plus heureux que bien des chiens en campagne. Tout à fait. Un chien en maison, il est quasiment plus autonome parce qu'il est livré à lui-même dans le jardin. Le matin, on se lève, on l'a mis dans le jardin. Tu feras rentrer le chien tout à l'heure, souvent qu'ils disaient à leur épouse avant de partir au travail. Donc je vois pas l'interaction avec le chien. Quand en appartement, on n'a pas le choix, déjà chiot ou grand chien, de le descendre pour pas gêner les voisins, pour lui donner son contentement, pour que le chien soit discipliné, qui se tienne bien à la maison aussi, en lui apprenant aussi comment forcément avec l'éducation canine. Alors pour toi, quel est le top 10 des races les plus faciles à éduquer? Plus facile à éduquer. On va partir de la 10e position. Plus malléable et... comment plus difficile, plus malléable, on peut pas dire comment, ça dépend de l'investissement toujours que le maître met, mais des chiens qui sont quand même très malléable, il y a quand même le Labrador, il y a le Border Collie, l'Épagnol breton, à peu près tous ces chiens de chasse, s'ils s'en occupent un petit peu, les chasseurs ils y arrivent. Mais après c'est comment que c'est fait, c'est toujours pareil. S'ils utilisent le collier étrangleur et tout, voilà, on n'est plus dans les gros chiens. Si on parle du berger du Caucase, du Dogo Canario, du Kangal, de tous ces chiens-là, oui, il faut avoir quand même des connaissances. Si on a un berger du Caucase par exemple et que tu l'éduques comme un Épagnol breton, je pense que tu fais aussi bien de prendre un Épagnol breton. En fait, tu déconseilles les 3 races que tu viens de citer pour un néophyte. Oui, en plus un néophyte qui va en faire un chien de compagnie juste parce que le chien est beau, je prends un Kangal parce que je trouve ça beau. Non, c'est pas sa fonction. Un peu comme le husky. Le husky a besoin d'énormément de sortir et un husky c'est pas plus fugueur qu'un autre chien.
C'est seulement qu'il a besoin beaucoup plus d'exercice, de dépenses, d'être avec son maître pour lui créer une relation, une interaction avec le maître. C'est pas un husky, il va pas se dire je vais me sauver parce que j'aime bien mon maître. C'est parce qu'il lui manque quelque chose. Si le chien il se sauve, c'est qu'il y a forcément une raison. Il peut y avoir la sexualité, la chasse et tout ça, mais si on arrive à pallier à ces choses-là avec l'éducation canine, et il y a aucun problème avec un husky ou contrôler par exemple un cocasse, c'est pareil. Après, c'est selon aussi le mode d'éducation qu'on emploie. Si on le met dans un chenil et puis qu'on le lâche pour garder la maison, oui, et je déconseille franchement un néophyte. Et pour toi, les 3 meilleures races pour la défense du maître et éventuellement la propriété? Dogo Canario, Malinois, berger allemand de travail, forcément un berger du Caucase, mais toujours tout ça éduqué. Les molos, ça peut être le dogue de Bordeaux qui a pas le droit de mordre, mais c'est aussi leur fonction, enlever l'instinct primaire du chien. C'est ça qui est pas normal aujourd'hui, que le mordant soit interdit. C'est tout à fait pas normal parce que le mordant et le contrôle sur le mordant, c'est la preuve par neuf de l'obéissance qu'on a pu faire sur son chien, et c'est ça qui permet de le contrôler, savoir que son chien ne fera ni peur ni mal autour de lui, qu'il sache lâcher le jour où il mord. Voilà, c'est pas le chien, oui il a mordu mais il a pas fait exprès, t'es jeune, il sait pas, ouais mais c'est un malinois ou c'est et maintenant beaucoup de dresseurs préconisent surtout vous le gavez avec la croquette, il vous obéit, ou jouez avec votre chien, il mordra pas. Non, ils peuvent pas dire qu'il mordra pas. Il se passe un cas que quelqu'un rentre chez eux, le chien a mordu. Oui, pourtant, il était gentil, il a jamais mordu personne. Il est connu sur les réseaux sociaux et pourtant, il mord, quoi. Et oui, mais je l'ai pas fait lâcher. Oui, mais l'excitation était là et c'est plus le même chien qu'ils ont. Parce qu'un vrai mordant, les gens ne savent plus contrôler leur chien. Et là, ils disent, et pourtant, je l'ai appris à mordre. Non, il a pas appris à mordre, il a appris à tenir comme un jeu sa corde à mâcher. C'est différent. Alors, pour toi, est-ce que ça devrait devenir obligatoire? Enfin, obligatoire, je me comprends. Mais pour toutes les personnes qui ont un chien de plus de 20-25 kilos, de passer obligatoirement par la case dressage, soit éducateur canin ou centre canin, suivant les bourses de chacun, quoi. Oui, tout à fait, mais moi je pense que même les petits chiens, Chihuahua, Teckel à poil dur que tu aimes tant, et autres, tous ces chiens-là doivent être éduqués. Mais c'est tellement gentil que les gens disent non, mais il fera pas de mal. Non, ça doit être éduqué autant qu'un gros. Un gros, le chien doit bien se tenir, doit être poli. On doit pouvoir l'emmener partout sans être embêté, quoi. Et c'est ça qui est important sur les chiens. Et la méthode employée aussi, faut pas qu'on tombe sur un dresseur. Oui, la méthode des croquettes, ça marche, ça marche, mais le chien, est-ce qu'il obéit pour le maître? Non, il obéit pour une friandise ou pour un jeu. Et quand on n'a plus le jeu ou la friandise, souvent, je le contrôle plus pareil. Oui, mais il avait pas son jeu. S'il avait eu son jeu, il serait revenu. Il aurait pas été attaqué l'autre chien. Ça, c'est trop facile, quoi. Donc après, c'est vrai qu'il faut une éducation pour les chiens dès qu'ils sortent de l'élevage ou qu'on vient de l'acheter. Il faut avoir toute la méthodologie pour savoir comment les premiers jours elle arrive chez lui, comment il doit être accueilli, comment on doit faire avec lui jusqu'à ses 3 mois et demi, ce qui est plus important pour la période d'imprégnation. Et ça, si la période d'imprégnation est ratée, tout est foutu sur le chien, et il y a recommencé. C'est beaucoup de galères. Et il y en a qui ratent cette période d'imprégnation et qui compensent par la croquette, mais ça fait rien qu'il a des défauts. Et oui, il va te sauter dessus, il va vouloir jouer avec toi, il t'apporte sa balle, joue avec lui. Non, le chien, si on reçoit des amis, ils sont pas obligés de jouer à la balle avec le chien parce qu'ils ont pas eu de période d'imprégnation et qu'on a compensé par le jeu ou la croquette, quoi. De toute façon, on fera plusieurs numéros de podcast où tu expliqueras les erreurs à ne pas faire quand on vient d'acquérir un chiot, plus des petits conseils
conseils par-ci par-là que tu donneras, évidemment, à pas prendre au pied de la lettre puisque chaque chien est unique. Exactement. Chaque chien est différent, chaque personne est différente. Le maître réagit pas pareil. Il peut être plus calme, plus lent. Comment est-ce qu'il a le chien qui lui correspond? Parce que souvent ils n'ont pas été choisis, comme on parlait tout à l'heure par rapport au test de Campbell. Ils ont été choisis par l'éleveur qui dit tiens, prends celui-là, il sera bien pour toi. Mais bon, et l'éleveur te connaît pas. Tu vas dans son élevage, tu le vois 1 heure ou 2, alors qu'il faut aller visiter l'élevage 1 ou 2 fois avant, voir le chiot, parler avec l'éleveur pour qu'il arrive à déterminer quel chiot qui peut livrer aux gens. Moi, j'ai vu des gens dernièrement qui ont pris un berger australien à 3 mois. À 3 mois, quand je suis allé voir le chien, comment il était derrière une porte, je l'ai poussé gentiment de la porte, il m'a mordu. Donc, et l'éleveur leur avait dit, ça sera un très bon chien de compagnie, surtout avec les enfants, ça ira bien. Et il avait grogné effectivement déjà sur les enfants. Elle me dit oui, quand on est derrière la porte, comme dit la dame, et comment il grogne sur les enfants, il a déjà mordu mon fils. Donc les éleveurs comme ça, c'est vraiment à éviter et à faire attention. On peut pas soit y aller avec un vétérinaire choisir le chien, soit y aller avec une personne qui connaît. Enfin, avec un vétérinaire, à moins d'avoir un vétérinaire en ami proche, mais je vois mal un vétérinaire aller avec un futur client voir des chiens d'élevage. Oui, ou un éducateur canin. On peut demander à un éducateur canin, mais oui, après, il faut lui promettre d'aller aussi dans son centre. Et oui, ça c'est autre chose. C'est ça qui est le problème. Nom de Dieu, Johnny est avec nous. Ah là là. L'âme de Johnny est là. Rock and roll. Oh nom de Dieu, je m'y attendais pas, je suis tout perturbé. Ouais, sinon, quel est ton rapport avec les autres éducateurs canins, notamment les plus connus sur YouTube et compagnie? C'est leur méthode que je suis pas d'accord. Bon, pour ce qui est de Tony Sylvestre, il a un bon fond de psychologie. Ah, tu balances des noms direct. Vas-y, lâche-toi. Non, mais je dis ce que j'en pense. Mais comment Tony croit qu'il a la sens infuse et que c'est le messie sur les chiens. Je sais pas ce qu'il cherche, alors que bon, il utilise beaucoup la croquette et puis les snackies, les petites saucisses, surtout quand il fait des stages avec ses élèves, qu'on voyait sur Bande de chiens avec ses élèves et ses stagiaires. Donc c'est gaver un chien, tout le monde peut le faire. Moi, je vois même pas d'être éducateur canin là, et je le vois aussi faire des vidéos aujourd'hui par rapport à des gens qui ont des chiens perdus, des chiens complètement perdus. Ça fait depuis 6 ans qu'ils ont le chien et ils connaissaient pas Tony Sylvestre, et lui qui se prend pour le messie. Ils vont voir Tony en dernier. Ils ont été faire 10 éducateurs canins avant. Je comprends pas très bien le trip là. Comment il faudra qu'il m'explique, Tony, avec tout ce qu'il est connu sur les réseaux sociaux. Pour toi, quel est le dresseur ou éducateur canin, qui a une méthode de travail que t'apprécies? Je parle pas spécialement français, même international. Le plus César Millan. Aux États-Unis. Ouais, c'est vrai que César parce que je me suis retrouvé, même mon fils, quand les épisodes de César Millan sont passés, à la télé, comment il m'a dit tiens, il travaille comme toi, mais bon, lui, vu qu'il a pu être médiatisé, il a employé beaucoup de méthodes que j'employais déjà, César Millan. Mais oui, comment il travaille, bon, le coup de pied qu'il met, non, ça, il y a des trucs que je suis pas d'accord avec César Millan, mais il y a beaucoup de choses. Il a une très bonne psychologie, et comme je parlais tout de suite, Tony le critique sur des trucs, mais je pense qu'il est très 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 loin de César Millan, très loin. Il a encore beaucoup à faire pour apprendre de César Millan. Et justement, as-tu déjà utilisé la violence pour éduquer un chien ou jamais? Moi jamais, tu me connais. J'ai repris le chien, oui, j'ai parlé fort, je l'ai grondé, mais ça s'arrêtait là. Comment j'ai fait des petits pics comme César Millan, mais ça je faisais ça depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui j'en ai 57, donc c'est pas avec César Millan que j'ai appris ça, quoi. 58 ans, t'as pas 57.
47. En plus, il ment. J'ai voulu me rajeunir un peu. Ouais, ça va. Sinon, qu'est-ce que tu penses de la loi sur les chiens dits dangereux, la loi du 6 janvier 99? Non, mais c'est même pas une loi. Elle devrait être abrogée depuis longtemps. Il n'y a pas de chiens dangereux. Il y a des chiens, il y a pas de mauvais chiens, il y a que des mauvais maîtres pour moi. Donc, et si les éleveurs donnent des chiens à n'importe qui, ben on aura n'importe quoi. Si on donne un pistolet à n'importe qui, oui, on aura n'importe quoi aussi. C'est la même chose. On peut pas donner un chien à n'importe qui, mais pour l'argent, les éleveurs, si vous posez l'argent sur la table, ils vous laissent le chien. C'est pas que les gens qui sont crapuleux, c'est aussi les éleveurs qui donnent des chiens à n'importe qui, hein. Donc pour toi, il n'y a pas de race dangereuse, parce que sur les réseaux, des fois, je vois que ce soit, les staffs, ils pètent tous un plomb. Le Doberman, en vieillissant, il a le cerveau qui est trop gros pour sa boîte crânienne, donc il se retourne contre son maître et ce genre de conneries, quoi. Non, mais tu peux dire tout ce que tu veux, c'est comme pour les gens. Tu peux dire ce que tu veux sur les chiens. Il n'y a pas de chien dangereux. Il y a comment tu l'as éduqué. Forcément que 1 sur 100 000, oui, comme les hommes, tu peux en avoir un qui a des défaillances mentales, mais c'est très très rare quand même, c'est exclusivement rare. Donc faut pas comment ramener tout ça aux chiens dangereux. Non, c'est l'éducation. Les gens s'en occupent pas, ils veulent pas s'investir, mais ils veulent avoir le chien qu'ils ont envie. Par rapport à leur méthode, ils veulent pas demander aux autres, soit pécuniairement, soit qu'ils ont la sens infuse, un peu comme Tony Sylvestre. Et puis et donc on va le faire. On a déjà eu des chiens dans ma famille, on en a eu 10 quand j'étais jeune. Mais oui, mais le 11e, ça n'a pas marché parce que la preuve qu'ils sont tous différents. Mais il n'y a pas de staff, de bully, d'autre chose qui soit dangereux. Aucun chien n'est dangereux. Justement, je rebondis là-dessus par rapport à la semaine dernière, je crois, il y a eu un staff, je sais plus dans quel coin de France, qui a tué le bébé d'un couple. Comment peux-tu expliquer que le chien du couple et puis se retrouver à tuer un bébé? Comment expliquer? Parce que déjà, entre l'éduquer et croire qu'il est bien éduqué pour eux, forcément qu'il était bien éduqué. Et puis il y a une erreur qu'ils ont pas vue, la protection de ressources, comment le chien il lui criait sûrement trop dessus. Je sais pas ce qu'il y a eu, je connais pas. Après c'est que des spéculations parce que t'as pas vu le chien. Donc, mais bon, voilà pour dans l'esprit des gens, qu'est-ce qui a pu arriver? Parce que je trouve que c'est le truc trop facile de dire le chien a pété un plomb tout simplement et voilà. Non, pour moi il y a forcément une cause. On pète pas un plomb, enfin un chien ne pète pas un plomb comme ça. Forcément, si l'enfant admettons l'enfant comme moi j'en ai entendu qui disent j'ai un montagne des Pyrénées, c'est son poney le chien. Non, c'est pas son poney. Et il attrape comme ça le chien, il respecte pas, ils vont le voir quand il dort. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut respecter chez le chien et les gens le font pas. Non, mais il est habitué au petit, il connaît le petit depuis on les a eu ensemble. Mais le chien a peut-être été mal et la période d'appréhension a pas été faite ou mal faite, pas été faite ou mal faite, c'est ce qui est pareil. Et ça, les gens ils prennent pas cas de ça, ils s'en foutent. Et voilà, un jour le chien il se retourne parce qu'il est un petit peu caractériel, ils connaissent pas leur chien, ils savent pas lire leur chien et il y a problème. Et quand il y a problème, oui, mais il avait jamais rien fait avant, il était gentil avec tout le monde, oui, mais là il y a une erreur dessus et le chien il a pas eu l'habitude d'être touché aux oreilles ou aux babines. Il suffit qu'il l'a touché aux oreilles et aux babines sans faire exprès, c'est retourné un jeu qui était devant le chien a cru qu'il allait lui prendre, il fait de la protection de ressources, il mord. Et c'est pour ça que ça soit un malinois, tel quel un collet, un cocker, ce qu'on veut, il fera la même chose. Là pour le cas du chien que je te parle, du staff, apparemment les parents étaient dans la salle à manger, voilà. Et l'enfant était dans une chambre et le chien était dans la chambre directement et le drame s'est produit, quoi. Oui, peut-être que l'enfant pleurait et puis l'enfant pleurait quand le chien est arrivé dans la chambre. Est-ce qu'il lui a pas lancé quelque chose? Est-ce qu'il a pas... C'était un tout petit bébé, je crois qu'il avait même pas 1 an, donc je pense pas qu'il avait la capacité ils avaient pas sociabilisé l'enfant avec le chien, ils lui ont pas présenté, ils lui ont pas fait connaître. Et si le chien avait le droit plus que l'enfant à l'arrivée de l'enfant, oui,
oui, ça a pu créer des jalousies. Et il suffit qu'il a pleuré, le chien a filé dans la chambre parce qu'il voulait pas entendre les cris de l'enfant. Et effectivement, il a pu juste ça parce qu'encore une fois, il a été mal. La période d'imprégnation a été mal faite sur le chien et ils ont pas su présenter le chien à l'enfant et l'enfant au chien. Et et là, ça arrive, oui, des drames qui peuvent se passer, mais avec toute race, pas avec le staff, pas avec le bully, avec toute race. C'est bien de préciser que, voilà, c'est pas spécialement avec un Amstaff ou un bully ou un Rot ou un berger allemand, ça peut arriver avec n'importe quelle race. D'ailleurs, nombreux sont les cas de morsures ou avec des labradors ou même des décès avec des petits chiens, quoi. Oui, si tu prends le Rot à l'origine, par exemple, le Rot c'est extrêmement protecteur. Et tu prends 100 Rot, il y en a, ils vont être tous doux avec les enfants s'ils sont bien sociabilisés, bien dans la tête, s'ils viennent d'un bon éleveur et qui sont éduqués, même si c'est à la friandise et tout, ils sont bien éduqués. Oui, et ça se passera très bien. Il sera plus protecteur envers l'enfant que vouloir le tuer. Et c'est ça le problème. Et le labrador, jalousie, c'est un chien qui est gentil avec les enfants. Tu peux le prendre, non, tu peux pas prendre un labrador. Il faut l'éduquer, il faut lui apprendre que les enfants sont là, qu'il doit s'entendre bien avec, qu'il a des règles et que l'enfant a des règles avec, que c'est pas un poney. Et souvent, c'est la jalousie entre le labrador et l'enfant qui fait que la morsure est là. C'est pas et l'éducation mal faite forcément et l'imprégnation du chien. Et c'est ça qui a des débordements. Et comme les gens ils croient connaître, ils disent oui, c'est gentil un labrador, t'inquiète pas, tu prends ça, tu seras jamais embêté avec les enfants. Moi j'en ai eu un. Non, c'est pas vrai du tout. Et le chien il peut et le labrador il peut mordre autant les enfants que même plus les enfants qu'un autre s'il est mal éduqué et s'il est jaloux, si les maîtres ont fait. Et c'est les maîtres qui ont fait le chien et comment il est favorisé, il est le chien roi dans la maison. Et puis après quand l'enfant arrive, ils vont s'éduquer ensemble, ils se connaissent bien de toute façon. Non, et il y a des débordements et puis là ils comprennent plus. De toute façon, de base, on laisse jamais un enfant seul avec un chien sans surveillance. Déjà, ça, c'est la plus grosse erreur à faire. C'est, quel que soit le chien, quel niveau de dressage qu'il a, on laisse jamais un enfant avec un chien seul. Et où y aller le rejoindre dans une chambre, où y aller le voir sur son lit, on laisse jamais. Le maître doit être présent, ou la maîtresse doit être présent, avec le chien. Même si le niveau du chien est super bien? Pareil. Ok, très bien. C'est extrêmement important ça, parce que on sait pas la réaction de l'enfant et du chien. Il peut l'accrocher même pas méchamment par les oreilles pour juste se tenir, et le chien, une mauvaise réaction, oui, il le mord pour lui dire lâche-moi, tu me fais mal ou je comprends pas, et il y a morsure, c'est tout. Et forcément, avec un enfant qui soit en bas âge ou 6-7 ans, forcément, c'est le visage qui est le plus près de la tête du chien. Donc voilà, c'est pourquoi c'est toujours la tête qui se fait accrocher, quoi. Oui, souvent, effectivement, le chien, il arrive à la hauteur de la tête de l'enfant. Donc, comment il met le coup de croc, le chien ne regarde pas de le mordre au bras comme un chien de défense. Hein. Il prend la cible qui est devant lui et puis il le mord, quoi. Mais il sait même pas qu'il veut le mordre, c'est que la colère s'est mise, il a pas compris. Alors s'il a pas compris, il répond par nervosité, la réaction, et puis terminé, c'est comme si quelqu'un vient et puis il te tire les cheveux, t'as pas compris pourquoi, comment, toi il aurait du mal, mais comment il vous tire les cheveux, et tout de suite il risque de prendre une baffe, et pourtant on va dire la dame elle était gentille, ou c'était une grand-mère, elle a tiré les cheveux, le petit c'est un enfant, il savait pas, elle lui a mis une baffe. Oui, c'est pas parce qu'elle aime pas les enfants, c'est parce qu'elle a une réaction, et puis elle a une réaction, ça a pu lui faire mal, et puis elle a mis une claque, même si ça lui a pas fait mal. C'est instinctif, quoi. Voilà, c'est l'instinct, comme le chien, c'est l'instinct. Et donc l'enfant tient l'oreille, même sans faire exprès, que si elle est parents, non, tu touches pas l'oreille du chien. Déjà, la voix du maître, il va savoir, tiens, le maître il dit non, il va écouter le chien, et l'enfant pareil, et comment terminer. Et on sait, on est à côté du chien, il se passera forcément beaucoup moins de choses. Et ça peut arriver, mais là, c'est des maîtres qui sont laxistes. Là, c'est
différent. Je comprends mieux ce qui m'est arrivé il y a 15 jours, du coup. J'ai tiré les oreilles d'un chihuahua. Il s'est déchaîné sur moi. Il a fallu 8 personnes pour le stopper. Là, c'est un gros chihuahua. Ah, là, c'était terrible. Là, il me fait peur ton chihuahua. Je voudrais pas l'avoir en éducation. Oh non, mais j'en suis encore traumatisé. C'est normal. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, voilà, nous étions avec Patrice Lebrun. De toute façon, il y aura d'autres numéros de il y aura d'autres numéros de podcast avec Patrice Lebrun où il rentre. Mais arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Oui, il rentrera plus précisément dans sa méthodologie, vraiment les conseils pour ceux qui sont sur le point d'acquérir un chiot, les erreurs à ne pas faire, et voilà. Donc il y aura toute une série de podcasts là-dessus. Donc voilà, je remercie Patrice Lebrun pour nous avoir accordé du temps. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de FC Podcast. Prenez soin de vous.